personnes adultes. Candide Azanaï est notre invité ce matin. Candide Azanaï, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vos prises de position ne traitent pas seulement de la gestion faite du pays par le régime actuel. Membre de la 6e législature, vous avez contribué aussi à l'animation de la vie parlementaire. On en parlera au cours de ce débat. Nous sommes en pleine campagne électorale et notre invité compte renouveler son siège au Parlement. Candide Azanaï était de liste de l'Union fait la nation dans la 16e circonscription électorale. L'évolution du processus électoral, votre destination actuelle, Candide Azanaï, politique bien entendu, la campagne électorale et la révision de la Constitution. Le décor est planté et j'anime cette émission ce matin avec Christian Adandédian. Christian, bonjour. Bonjour à vous Jean-Eudes Mitokwe. Bonjour Candide Azanaï. Bienvenue dans ce studio. Alors, il y a un très célèbre professeur, monsieur Amoussou Yeye, qui vous appelle le samouraï de Djonké. C'est donc le samouraï de Djonké que nous recevons sur ce plateau ce matin pour parler un peu politique avec l'actualité électorale. Et nous commençons par la dernière décision de la Cour constitutionnelle où le président Théodore Olo et les autres membres de cette Cour ont dessaisi le COS-LEPI du processus de fabrication et de distribution des cartes d'électeurs. À la suite de cette décision, quelle fut votre réaction, Candide Azanaï? Je voudrais d'abord vous dire bonjour et saluer avec beaucoup d'affection les nombreux abonnés à votre chaîne. Et puis, je voudrais relever certains propos que vous venez de tenir, peut-être venant de M. Amoussou Yeye Deni, le professeur Amoussou Yeye Deni, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir au moment où il quittait sa formation politique et de recevoir au sein de la RB, en ce moment où je faisais partie du staff dirigeant. Et je ne suis pas samouraï. Je ne suis pas samouraï pour encore moins être samouraï de Djonké. Je sais ce que c'est que la communication. Quand je lis un peu le professeur, l'éminent, l'immense Chomsky, et quand je parcours un peu Huxley, Aldous Huxley, je sais ce que c'est que la communication. On arrive à vouloir faire de vous ce que vous n'êtes pas. Et si vous restez dans ce registre qui est déjà condamné par Karl Rove, le spécialiste en communication de Bush, vous allez voir que c'est dangereux. C'est pour ça que je rectifie. Je ne suis pas samouraï. Vous n'êtes pas samouraï, mais sur ce plateau, vous êtes alors Candide Azanaï, je ne suis pas aux prochaines élections législatives sur la liste Union fait la nation. Tout à fait. Je ne suis pas samouraï. Et je vais aussi rectifier quelque chose sur cette affaire de Djonké. Djonké, c'est un quartier. Alors, j'ai eu la chance de naître dans une famille qui fait partie des premières familles à s'installer à Cotonou. Donc, mon grand-père maternel était à Kinkome, carré 32. Vous savez que c'est le tout premier quartier. Et ma famille paternelle s'est installée un peu, pas loin du tout, vers la zone de Missebo. C'est normal que, étant né dans ce quartier vraiment huppé, premier, d'antan, que je fasse partie des jeunes premiers de l'époque. Vous êtes alors un jeune premier. Donc, c'est ça. Et je veux dire que il y a beaucoup de cadres, beaucoup de personnalités dont je tais les noms, qui sont quand même à Djonké et qui sont à Kinkome. Mathieu Kérékou, le général Mathieu Kérékou, a vécu pendant très longtemps à Kinkome. Et Kinkome est le siège des grands supermarchés, même les 3 banques, tout ça là. Et la caisse autonome d'amortissement, tous ces zones, l'état-major de la marine. Donc, je revendique ça. Ce n'est même pas péjoratif. Est-ce à dire, que ces sobriquets, parce qu'après le samouraï de Djonké, il y a bien entendu d'autres sobriquets, est-ce à dire que ces sobriquets ne vous plaisent pas? Écoutez, rien ne me déplaît. Parce que je suis un homme de combat. Quand on rentre dans l'arène, on sait, on nous a éduqués que rien ne doit vous déplaire. Vous devez justifier, expliquer. Et je fais partie des hommes les plus intègres de ce pays. Et j'affiche un peu, plus que beaucoup de gens, de la hauteur du courage, de l'indépendance d'esprit. Donc, tout cela, c'est un peu péjoratif, mais ça ne me gêne pas. Quand on sera dans le débat et que vous reviendrez là-dessus,
on ira un peu en profondeur. Je parlerai de ceux qui disent ces mots. Il n'y a pas de problème, voilà. monsieur. Donc, je me rends grâce de cela. Président du parti Restaurer l'Espoir, vous êtes un acteur politique très averti et pour les législatives du 26 avril prochain, vous êtes candidat sur la liste Union fait la Nation. Sur ce plateau, vous allez nous dire quelle fut votre réaction à la suite donc de cette dernière décision de la Cour constitutionnelle qui dessaisit le Conseil d'orientation et de supervision, le COSLEPI, de l'opération de distribution des cartes d'électeurs en le confiant au Centre national de traitement. D'abord, je voudrais dire que il faut disséquer la décision de la Cour en plusieurs segments et voir si la Cour a fait des efforts ou la Cour n'a pas fait des efforts. J'ai l'habitude de dire, je n'ai pas besoin de croire en quelqu'un en politique, je parle sur preuve. Le segment qui consiste à dire que la date du 26 est maintenue. Est-ce que la Cour a fait un effort là-dessus? Non. Parce que elle n'a aucun pouvoir là-dessus. Puisque la loi dit que le report de la date ne peut se faire que sur large consensus de la classe politique. Donc, même lorsque la Cour dit ça, la Cour n'a rien dit de plus ou de moins. Elle n'a fait que dire ce qui est. Et si le 26 ne devait pas être retenu, il n'appartient pas au gouvernement de le faire comme le gouvernement en avait l'habitude. La loi est claire là-dessus, les traités de la CEDEAO, les engagements internationaux sont clairs là-dessus. Donc sur ce segment, je n'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire. Je prends le second segment qui est le dessaisissement du COSLEPI. Alors, sur ce segment, il y a un problème grave encore. Le problème est que ce dessaisissement mord sur les prérogatives d'une autre institution qu'on devait appeler à la rescousse, qui est l'Assemblée nationale. Puisque la durée de vie du COS, son renouvellement, enfermé dans la loi, est confié à l'Assemblée nationale. Donc, tout impact, toute décision sur la vie, la modification de la vie, l'ordonnancement de la vie du COS doit tenir compte de ces prérogatives de l'Assemblée nationale, qui est l'institution qui a mis en place, qui a désigné les gens. Alors, la question qui se pose là, est-ce qu'aujourd'hui, si l'Assemblée se réunissait et décidait, je veux renouveler le COS, ou faire quoi que ce soit, qu'est-ce que la Cour va faire? Alors, je dis, dans ce pays, nous avons un seuil de réactivité extrêmement bas. Aujourd'hui, ça nous va bien, mais demain, ça peut nous créer des préjudices. Vous dites que la Cour a été un peu maladroite, sinon elle devait... Elle n'est pas maladroite là. Elle est en train de jouer à un jeu déjà déroulé, elle est orientée. Alors, pourquoi je le dis? Je le dis d'autant plus qu'il faut revenir et retourner loin, au niveau de la conférence dite des présidents d'institutions. Alors, je dis au passage que aucune institution dans notre pays ne s'appelle conférence des présidents d'institutions. Alors, nous avons vu le président Ousmane Batoko venir en tant que porte-parole de cette institution qui n'existe nulle part et dire voilà ce que nous allons faire. Et dans les propos de Ousmane Batoko, on pouvait déjà lire un peu l'évolution. Deuxième chose, lorsqu'on prend le comportement même du gouvernement, tant officiel que dans les coulisses, on voit aujourd'hui que la présence de certaines personnes à la tête du COS empêchait de tourner en rond ou empêchait de rééditer des maléfices, des artifices maléfiques qui avaient eu lieu en 2011. Si nous nous replaçons dans le contexte, je vais vous poser 2 ou 3 questions. Alors, le socle même de la LEPI, c'est le programme informatique utilisé, c'est-à-dire l'algorithme, l'alphabet, le vocabulaire, et qui a permis d'écrire, par exemple, la stratégie à partir de laquelle on doit faire le dénombrement porte à porte. Et aussi la stratégie à partir de laquelle on doit faire le zonage qu'on appelle la cartographie censitaire. Tout ça, c'est de l'informatique de haut niveau, et toute informatique de haut niveau est soumise nécessairement à des codes, ce que nous appelons vulgairement les clés. Lorsqu'on sait que le CNT, et là vous allez voir que nous sommes dans un montage, lorsqu'on sait que la détention de la clé sur ces 2 supports appartient exclusivement et puis presque entièrement au CNT,
Et je dirais quand on va évoluer dans le débat... Le CNT qui, au passage, est une branche du COSLEPI. Je vais vous expliquer. Je dis que là, je m'arrête et je parlerai plus tard de CNT avec l'histoire oui, le COSLEPI. Donc, je parlerai de ça. Mais je voudrais vous dire de vous rappeler quelque chose. Au moment où on faisait la loi sur le code électoral, la loi, la matrice même, le sens même, la sémantique même de l'ordonnancement, l'orientation de la loi, et on connaît que c'est la majorité présidentielle qui a fait ça. Et cette majorité présidentielle a conduit tout le Parlement à accepter deux autres bâtardises. La première, dire que le CNT qui est là et qui a œuvré pour que nous ayons l'EPI, la première version de la LEPI, ça n'existe pas. Ce qu'on a appelé la LEPI. Je ne veux pas faire de jeu de mots avec le nom des gens, mais cette LEPI qui n'a pas existé, c'est le CNT qui a fait. Donc, cette mauvaise LEPI inexistante, c'est le CNT. Donc, le CNT a fauté, a mal agi. Mais dans la loi, on dit ceux qui ont mal agi, on les maintient à la date de la promulgation du code électoral. Première bâtardise. Donc, le malfaiteur est maintenu sur le lieu du crime pour continuer. Deuxième aspect, qui est une bâtardise. On dit la vraie correction de la LEPI se fera après 2017, après 2016, en tout cas en 2017. Et tout ça dans la loi. Et quand on suit l'évolution progressivement, on est quoi? On est là maintenant présentement où? On est avec le CNT qui a créé le désordre de 2011, qui est là. Et la Sénat de 2011 n'existant plus, cette Sénat étant majoritairement en 2011 acquise à Boniaï, avec, comment on l'appelle, Joseph Yolofou. On revient aujourd'hui avec une Sénat totalement déséquilibrée, c'est-à-dire majoritairement acquise à un camp, et on lui greffe le CNT qui avait fait de la pourriture. Alors, voilà, voilà la lecture que moi je fais. Moi je ne crois en personne, j'explique, je vous explique. Si les faits ne sont pas comme ça, vous allez me dire. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer? Est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, le CNT est sous la tutelle directe du gouvernement? Je vais vous dire comment nous fonctionnons en politique. Et comment nous fonctionnons, il faut dire les choses de la vérité. L'individu qui a une fonction sensible, lorsqu'il fait allégeance à quelqu'un, il peut la nuit aller voir la personne. Si Tchabi Kassim allait voir la nuit Yaïboni, vous serez là. C'est la question que je vous pose. Beaucoup viendront devant vous, ils ne vont pas le dire. Moi, j'ai le courage de le dire. J'ai le courage de le dire. Puisque depuis longtemps, j'ai attaqué, il y a très longtemps, le code. Parce que pour moi, tout programme informatique est basé sur ce qu'on appelle l'algorithme. Et pour vicier, le détenteur du code détient. Et vous devez le savoir. Si j'ai accès, moi seul, au fichier, je peux y mettre ce que je veux. Je peux y retranscrire ce que je veux. Mais quel rôle jouait alors le COSLEPI? Parce que le COSLEPI jouait un rôle de supervision. Est-ce que ce n'est pas pour superviser tout cela que le COSLEPI était là? Vous ne pouvez pas dire que ceux du CNT pourront tripatouiller, si vous voulez, les données comme ils l'entendent. Le COSLEPI était bien entendu là pour superviser. Et durant tout le processus, le COSLEPI a supervisé. Je voudrais vous dire quelque chose. Je suis un homme politique. Je dois aussi raisonner un peu scientifiquement. Nous avons tous appris, à partir de la classe de seconde, ce qu'on nous appelle la logique. Et ceux qui ont eu la chance ont appris un peu à l'université les travaux de Frege. Et on sait que ces personnes qui se sont appuyées depuis très longtemps sur de grands savants, mathématiciens, ont produit ce qu'on appelle le langage artificiel. Et nous savons que le langage artificiel fonctionne sur des codes. Moi, je vous dis, le COS, l'EPI, est une structure politique. Mais cette structure politique est déséquilibrée. J'avais dit à l'Assemblée nationale, et les gens ne m'ont pas écouté, mais tout ce que j'ai dit, on rejette, ça reviendra. J'ai dit, dans un match de football terre à terre, l'arbitre doit être neutre. Celui qui est loyal
doit savoir que l'arbitre doit être neutre. Si l'arbitre est déséquilibré, la gestion du match sera déséquilibrée. Il ne peut pas y avoir un organe électoral chargé d'arbitrer le jeu électoral qui soit déséquilibré. Première erreur. Ce combat, j'ai demandé aux gens de l'opposition de faire ce combat. Mais vous savez ce qui est arrivé. Deuxièmement, lorsqu'on est dans une structure, il faut savoir ce qu'on est parti chercher. À partir du moment où des affaires de scandale d'argent, de commerce, de marché ont éclaté, ces structures deviennent structures qui doivent inquiéter. Et lorsqu'on va jusqu'à dire que des gens ont des marchés avec Gemalto, les gens ont créé des sociétés fictives, la boîte là devient une boîte corrompue. Et partout il y a la corruption et il y a la distraction. Et on distrait les gens sur l'essentiel. L'essentiel qui est de faire un combat en amont sur la sécurisation du fichier, le code. Moi j'avais proposé que le code soit réparti en 3 clés, en trois segments de confidentialité. Oui. On met les 3 segments sur la table. La majorité vient choisir. La majorité choisit un segment. L'opposition choisit un segment. Et on confie un segment au corps des magistrats. Et on organise de telle manière que pour avoir accès au fichier, les 3 structures doivent être là. Et pour y retirer quelque chose, les 3 structures doivent être là. La garantie du fichier est là. Mais la Cour, quand j'ai écouté, on sort le cause de tout le processus, ce qui est grave. On pouvait sortir le cause du processus de distribution. Peut-être que là. Mais est-ce que la mission même du COSLEPI n'était pas déjà terminée? Écoutez, l'une ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moi, j'ai dit que ce cause-là, sa mission, elle ne devait plus exister. Elle ne devait plus exister parce qu'il y a un délai prévu par la loi. Le délai était de 3 mois. Voilà. Il y a un délai. Lorsqu'on élit un cause, ce cause a un délai. Lorsque vous faites une complaisance avec la loi, vous devez avoir des problèmes. J'ai l'habitude de citer Thomas Paine qui dit « Une armée de principe peut aller là où une armée de soldats ne peut pas aller. La vie est principe. » Si les gens avaient respecté les principes, on ne serait pas là. Les gens du COS sont tombés dans une sclérose. Ils sont tombés, bon, nous sommes là, nous resterons jusqu'à la fin. N'est-ce pas parce qu'il y avait une situation qui prévalait, c'est cela qui d'ailleurs nous a amené jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui. Et pour évoluer, nous avons assisté à cette guerre entre le COSLEPI et l'exécutif quant au financement de la suite du processus. Pensez-vous que la décision de la Cour constitutionnelle qui vient renvoyer dos à dos et le COSLEPI et le gouvernement en mettant le Centre national de traitement pour la suite du processus est fait à dessein? Moi, je vous dis, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce que depuis que Tchabi Sika est mis en difficulté, il est clair que le président Boni Yayi ne voit plus clair. Parce que tout le monde vous dira, Tchabi Sika est l'œil de qui vous savez là. Depuis qu'il est en difficulté, cela pose un problème. Lorsqu'on a mis Saka Lafia là, c'est parce qu'en ce moment, les FCBE croyaient que Saka Lafia allait jouer le jeu. Sinon, il ne mettrait jamais Saka Lafia là. À partir du moment où Saka Lafia entre en dissidence avec les FCBE, il y avait des difficultés. Et il faut comprendre que quelqu'un, j'avais dit, que quelqu'un dans l'ombre tisse les ficelles. Le dessaisissement du COS n'est pas d'aujourd'hui. En créant une structure conjointe, incluant les présidents des institutions et autres là, présidé par un ministre, c'est Abiola, le ministre comme ça. Mais c'était un dessaisissement. Donc la Cour n'a fait que confirmer. C'est un peu comme une sanction contre Saka Lafia? Non, c'est une machine, c'est une mise en scène, c'est un déroulé qui se fait. Le dessaisissement que vous voyez aujourd'hui a commencé le jour où on a dit, toutes les institutions se réunissent, la Cour constitutionnelle même s'est réunie et a accepté qu'une structure indépendante et autonome, on dessaisit cette structure, on met en place une structure qui est présidée par le gouvernement, qui chapeaute. Vous voulez alors dire que la Cour constitutionnelle joue jusque-là le jeu du pouvoir? Mais je ne souhaiterais pas que vous répétez ça. Il semble que vous parlez très bien, vous déduisez bien les choses. Parce que tout est, en tout cas, moi je suis en politique, tout est lisible là. Tout est lisible. Est-ce qu'un gouvernement a le droit
même de s'opposer au financement. Un gouvernement qui s'oppose au financement d'une structure chargée d'organiser les élections. Et qui dit, je ne vais pas donner si à condition de si à condition. Je vais vous dire quelque chose, nous nous amusons. Toutes les institutions s'amusent. Parce que le peuple voit. Il y a des gens au sein de ce peuple qui voient. Ce n'est pas bon ce qui se passe. Et on fait des jurisprudences extrêmement graves pour l'avenir. J'avais dit à certaines personnes au moment où ils étaient tête baissée, yeux fermés, en train de chanter Yaïboni à gauche, nous allons à gauche, Yaïboni à droite, nous allons à droite. Ils faisaient la majorité, vraiment tout feu, tout flamme au sein du Parlement. Je leur avais dit, aujourd'hui vous gagnez. Mais demain, ça va se retourner contre vous. Candidat Zanaï, vous avez dit un peu plus haut tout à l'heure qu'on devait en principe recourir à l'Assemblée nationale avant de pouvoir prendre cette décision. Mais au regard... Non. Le rôle de l'Assemblée nationale devait être cité par la Cour. La Cour devait impliquer l'Assemblée nationale. Et devait lui dire de renouveler. Oui, justement, si on doit impliquer l'Assemblée nationale au regard des relations conflictuelles qui existent toujours entre le Parlement et l'exécutif, est-ce qu'on n'allait pas encore perdre du temps alors que nous sommes très pressés? Les institutions ne doivent pas être personnalisées. Dans une république, je ne connais pas les individus, je connais la loi. Quelle relation conflictuelle? La guerre entre Yaïboni et Nago Maturin, c'est leur problème. C'est le problème. Aussi longtemps que nous n'allons pas fonctionner comme ça, nous n'évoluerons pas. Je peux ne pas aimer quelqu'un, mais je dois aimer les institutions. Je dois incarner, vivre les institutions. Il n'y a pas de guéguerre entre l'Assemblée et qui que ce soit. Il y a des querelles entre, des dissensions entre Yaïboni et Nago Maturin, entre Saka Lafia et Yaïboni sur plusieurs choses. On ne peut pas les transposer. Sinon, la République va cesser. La République va devenir affaire de personne. Donc, moi, j'ai dit non. Quelles que soient nos frustrations, nos ressentiments, à partir du moment où nous assumons une fonction politique publique, nous devons nous élever au-dessus de la colère et des ressentiments et gérer la République. Ce qu'on demande aux politiques aujourd'hui au Bénin et partout dans le monde, c'est cette qualité. Si vous n'avez pas cette qualité, vous ne pouvez pas conduire le peuple. C'est ça la question. La Cour constitutionnelle a mis au centre de cette décision la transparence dans le reste maintenant du processus électoral. Est-ce que vous pensez que le CNT a les ressources, a les moyens pour conduire à terme la distribution des cartes d'électeurs et tout? Moi, je n'ai jamais cru au CNT. Le CNT, pour moi, c'est une grosse machine pour produire des chaos. Mais le CNT s'impose à vous maintenant. Bien sûr. Je suis un homme politique et le politique travaille avec le réel. Je travaillerai avec le réel, sans être dupe. Et je prie Dieu que chacun joue son rôle. Je prie Dieu, je regarde le peuple pour dire que chacun joue son rôle. Que personne ne pense qu'il va duper l'autre. Parce que toute cette machination, celui qu'on devait sanctionner, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Ce n'est pas une dignité, une hauteur, une élégance qu'un chef d'État soit là, chef de gouvernement, et qu'on dise l'histoire retienne qu'ils ont créé des d'énormes difficultés au cause et pour qu'on en soit là. Ce n'est pas bon. Mais, puisque tout ça rentre dans un schéma, le schéma est que Yaïboni et le gouvernement contrôlent enfin tout le processus. Et je vais vous dire quelque chose. La Cour constitutionnelle. Moi, j'ai vu le professeur Olo Théodore brandir, dire, faire référence à sa fiche de paye. Ce n'est pas de la fabulation. Vous avez entendu ça. Et pour dire, ma fiche de paye s'est améliorée, donc le gouvernement fait bien. En violation des dispositions de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. À partir de cet instant, il est disqualifié pour qu'on lui accorde l'impartialité. Il devient suspect en termes d'impartialité. Et l'autre chose, si vous permettez. Allez-y. Vous étiez tous là. Vous étiez tous là. Vous avez vu Ousmane Batoko. Or, la Cour constitutionnelle est présente dans la proclamation des résultats, dans l'ordonnancement des résultats des élections législatives. Mais si de l'autre côté, vous prenez les élections locales, c'est la Cour suprême. Vous voyez le rôle qu'a joué Ousmane Batoko. Il est venu porte-parole
d'une organisation qui n'existe nulle part, une organisation pour dévier le centre de la République. Et il a dit, il y a une hiérarchie entre les élections. Il y a des sous-élections qu'on peut ne pas organiser. Il y a des élections qui exigent qu'on reste dans les dates constitutionnelles. Cette prise de position, le fait même d'être porte-parole de la conférence des institutions est grave. C'est des personnes, ces présidents d'institutions doivent savoir lire l'esprit et la lettre de notre constitution. C'est des personnes qui doivent être hautes et agir de manière à ce qu'on ne puisse pas les suspecter d'allégeance et de soumission à un homme. Alors, fut-il le chef de l'État. Candidat Zanaï, ni la Cour constitutionnelle, ni le CNT ne vous inspirent confiance. Je veux surtout parler du CNT, puisque au départ du processus, quand on a commencé la correction de la LEPI, beaucoup estimaient que c'était les politiques qui n'avaient pratiquement rien à voir dans ce processus et qu'on devait pourtant, qu'on devait plutôt faire confiance à l'organe technique. Mais pourquoi est-ce que vous continuez de penser qu'il faut forcément que le technique soit sous la tutelle du politique? Le CNT n'est pas technique. Voilà. Il ne suffit pas de dire une structure technique pour qu'elle soit technique. Comment le CNT n'est pas technique? Le CNT n'est pas technique. La seule structure technique au Bénin en matière de dénombrement, c'est l'INSAE. Il n'y a pas... Vous créez n'importe quelle structure, pour moi, cette structure n'est pas technique. La loi sur les statistiques existe. En matière de dénombrement de la population, de statistiques sur l'économie, sur l'environnement, sur tout, la République dans son organisation a affecté ce rôle à une structure qu'on appelle l'INSAE. Il y a de technicité dans le recensement de la population, dans tout ce qui concerne le dénombrement, la quantification, la statistique humaine et économique, et même politique, que l'INSAE. Si vous créez n'importe quelle bâtardise, vous l'appelez CNT, ça ne m'engage pas. D'autant plus que le processus de recrutement de ces techniques pose le problème. C'est du clientélisme. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Tchabi Kassim, écoutez, j'en ai tellement parlé que je vous fais grâce de ça. Mais je dis, ce n'est pas technique, il n'y a rien de technique là. Il suffit d'acheter des ordinateurs et de les aligner et de prendre des gens à côté pour dire que c'est technique. Et je vais vous renvoyer un peu à un auteur, Max Weber, qui a écrit Le savant et le politique. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que je suis mathématicien hors pair que je ne peux pas ne pas être politique. Je peux être un homme politique et caché, et vous me recrutez en tant que mathématicien, mais je développe des artifices politiques. C'est pour ça que il n'y a, en termes de dénombrement au Bénin, que l'INSAE. Je ne veux pas aller en profondeur, mais le CNT, quel CNT est technique? Le CNT est technique, et je vais vous faire 3 références, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de technique là. On y va. Premièrement, après le scrutin de 2011, il y a eu le séminaire d'évaluation interne organisé par le PNUD et les acteurs de cette LEPI à histoire. Impliqué, ouais. Allez lire les rapports. Il a été dit que le logiciel informatique de dénombrement porte-à-porte n'est pas adapté. Et le logiciel GPS utilisé pour la cartographie censitaire, il est écrit noir sur blanc dedans que lorsqu'on fait le paramétrage, des villages se sont retrouvés dans la mer, des villages se sont perdus. C'est des techniciens ça. Et des techniciens qui ont fait ça, la loi dit de les maintenir, c'est de l'hérésie. C'est du pipeau. Quand ça arrive là, moi je dis c'est du pipeau. Il faut dire ça là à ceux qui ne connaissent pas ni le fait technique, ni le fait politique. Mais nous qui avons la chance de connaître le fait technique et de pratiquer la politique, nous avons la possibilité, la capacité, les réflexes, les prérequis pour lire ce que je vous explique là. Vous prenez des techniciens qui ont paramétré, les villages sont perdus, qui ont avoué dans leur propre rapport. Et s'il vous plaît, c'est le premier rapport. Il y a eu un séminaire interne des FCBE au Champ d'Oiseau. Ce séminaire a conclu au même rapport. Et troisièmement, il y a une mission de la francophonie, invitée au Bénin, qui a fait 1 semaine. Mes chers amis, cette mission a écrit,
C'est une mission diplomatique internationale. Donc, le rapport doit être diplomatique. Malgré la circonspection diplomatique, il a été écrit dans le rapport, nous n'avons pas trouvé la LEPI. Nous n'avons pas eu accès à la LEPI. Nous avons fait 7 jours, nous repartons, mais nous n'avons pas eu accès. Nous sommes maintenant en présence d'une LEPI corrigée, et c'est cette LEPI corrigée qui sera utilisée forcément pour les prochaines élections qui nous attendent. Alors, vous n'avez pas confiance au CNT, Bien qui sûr. la Cour constitutionnelle a confié la suite du processus de distribution des cartes d'électeurs. Vous n'avez également pas confiance en la Cour constitutionnelle en elle-même. Alors, est-ce que la transparence pour ces élections pose déjà problème, selon vous? Tout ce que je vous ai dit ici, reconnaissez que j'ai argumenté. Donc je n'ai rien dit sans argument. Appelez les autres. Donnez-leur mes argumentations, mes argumentaires. Et demandez-leur de tuer mes argumentaires. Ils ne peuvent pas. À partir du moment où ils sont incapables de soulever, de détruire mes argumentaires, nous devons reconnaître effectivement qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, moi, je vous ai toujours dit, la politique n'est pas une affaire de croyance, c'est une affaire de fait et de réalisme. Pas réalisme politique, ça s'impose à nous. Mais j'alerte l'opinion. Je travaille sur les populations, je travaille au sein de la classe politique. Et à tout moment, à la première occasion, on agira. Maintenant, vous me posez la question de savoir... Sur la transparence du scrutin. Mais j'ai d'énormes craintes. Lorsque le chef de l'État dit, et je pèse mes mots, je ferai tout pour que Azanaï ne soit pas élu. Il est le peuple. Il est candidat aux élections. Il est la Cour constitutionnelle. Il est la Cour suprême. Il est le CNT. Laissez-moi une minute. Ça, c'est les moi, je on va fais... revenir là-dessus. Ne vous inquiétez ok, pas. si on va revenir là-dessus, moi, mais vidons d'abord je ce n'oublierai chapitre pas. de la décision. Non, non, vous n'oublierez Moi, pas. je n'oublierai pas. Mais Si... vidons d'abord ce chapitre, la décision de la Cour constitutionnelle. On parle de la distribution des cartes d'électeurs. Ça a donc démarré, ce qui a été annoncé, ça a démarré depuis vendredi dernier. Est-ce que vous avez des militants? Est-ce que vos militants ont reçu leurs cartes? Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Est-ce que vous avez sillonné quelques centres de vote? Ce que je veux vous dire, votre question était sur la transparence. Si j'avais confiance, je pense qu'on n'a pas totalement fini. Mais finissez rapidement alors. Non, vous avez dit de mettre ça au frigo, on reviendra dessus, on ne va pas oublier. Soufflez un peu que moi, je vous dise un peu les renseignements que j'ai. Je suis quand même dans des réseaux, j'ai des possibilités, la facilité d'avoir des informations. Le schéma était de commencer par les... Et ce schéma date de très longtemps. De commencer par les distribuer les cartes d'électeurs à un endroit et de finir progressivement à un autre endroit. De manière à ce que, dans cet autre endroit, que je ne veux pas dire, parce qu'il va verser de l'eau sur le feu, dans cet autre endroit, les gens seront découragés et ne pourront pas aller massivement voter. La fraude électorale n'est pas seulement sur le jour du scrutin. Elle est dans tout comportement qui offense le code électoral. Tout comportement orienté qui offense le code électoral participe de la fraude. Et c'est là où la Cour constitutionnelle devait dire très tôt au gouvernement, au ministre Komé Koutié qui est venu faire le one-man show sur les choses et qui disait il n'y a pas d'argent, il y a si. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent au moment où la Cour a fait l'injonction? J'ai écouté un célèbre juriste que j'admire beaucoup, je ne vais pas donner son nom, mais qui il a assez de carapace, qui a dit on devait poursuivre ce ministre. Le poursuivre pour rébellion à la loi. Non, mais il n'avait pas dit qu'il n'y avait pas d'argent, il fallait que le COS-LEPI explique un peu. Le COS n'a rien à lui expliquer. Le COS n'a rien à lui expliquer. Le COS demande l'argent, on met l'argent à disposition, on fait le contrôle a posteriori. Parce que les contrôles des actions ne se font pas de la même manière. Il y a des structures dont on ne peut pas contrôler a priori. Ces structures agissent parce qu'ils sont dans le feu de l'action. L'action ne peut pas attendre. Ils jouissent de l'indépendance, de l'autonomie et ces structures agissent. Et le contrôle se fait a posteriori. Voilà. Il n'a pas à contrôler. Il n'est pas le maître. Il n'est pas le maître. Voilà. Nous allons maintenant évoluer, Jean-Eudes Mitokwe.
Oui, candidat Zanaï, donc vous avez longuement parlé de cette décision de la Cour que vous n'approuvez pas entièrement, que vous avez d'ailleurs tout le temps critiqué. Vous n'êtes pas tout à fait à 100% sûr de la transparence du scrutin à venir. Pourtant, vous allez participer à ces élections sur la liste de l'Union fait la nation. On vous avait tantôt annoncé du côté de la RB, ça a suscité beaucoup de remous. Pourquoi et comment est-ce que vous êtes finalement retrouvé sur la liste UN? Écoutez, avant que je ne vous réponde sur ça, là, je voudrais vous dire que s'agissant de la... J'ai mis en place des organisations pour protéger et surveiller mon suffrage. Ok. Ça, c'est clair et c'est net. Et les seuls résultats qui m'intéressent, moi, c'est les résultats dans chaque poste de vote, inscrit sur chaque tableau. C'est ça qui m'intéresse. Chaque tableau, on vote dans un poste de vote, on affiche les résultats. Ce résultat est mon résultat. Tout autre résultat qu'on amène à la cour, qu'il y a des redressements, après redressement, coupure, autre là, ils en feront les frais. Et c'est moi qui leur parle. Qu'est-ce que vous mettez là? Ils en feront les frais? On verra après. Vous allez formuler des recours à la cour? Non, je n'ai pas confiance en quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, je ne formule pas des recours. Le peuple a mon recours parce que le peuple de Cotonou va dire, dans tel bureau de vote, à tel endroit, nous avons les suffrages, et c'est tout. Ils ont intérêt à respecter la volonté du peuple. Alors, avant de revenir sur la question de Jean-Eudes... On ne va pas s'amuser avec la volonté populaire. Voilà, avant de revenir donc sur la question de Jean-Eudes qui demandait pourquoi est-ce que vous étiez annoncé du côté de la Renaissance du Bénin, ça serait donc considéré comme étant un comeback, l'enfant prodige qui revient. On vous retrouve sur la liste Union fait la nation. Dites-nous, le slogan Tchéké et Djenkoné que nous avons entendu en 2010-2011, qu'est devenu ce slogan? Vous savez, le slogan Djenkoné Tchéké n'est pas un slogan propre à un scrutin électoral et autres là. Le Djenkoné Tchéké est un style de vie. Non, mais à l'époque, vous disiez 10 ans. Non. Si. Non, si. Vous sortez-moi les affiches, sortez-moi les choses là. J'ai dit Djenkoné Tchéké, on va gagner KO. C'est ce que j'ai dit. Mais le Djenkoné Tchéké, c'est lors de mon congrès. Le congrès que j'ai tenu, du parti que j'ai tenu le 21 janvier, et il y avait des discussions, et le Tchéké, je connais un mot de passe. Et quand vous êtes dans un deal avec nous, nous avons dit qu'on est Tchéké, c'est que ce qui est dit est dit. Et on l'a développé comme style de vie. Il faut être propre, il faut être élégant, il faut avoir le style bien, comme je suis. Il faut être in, quoi. Ouais, comme je suis, 24 heures sur 24, à tout instant. Il faut avoir le discours clean, la vérité totale. Il faut avoir jamais l'occasion de baisser la tête devant quelqu'un. C'est pour les hommes intègres, courageux. Le Djenkoné Tchéké, c'est pour les hommes de la première ligne de bagarre. Donc ce n'est pas une exclusivité de qui que ce soit. La preuve, si vous traversez les rues aujourd'hui, si je passe, c'est le même slogan, Djenkoné Tchéké. Si vous voulez, je sors dans n'importe quel quartier, c'est Djenkoné Tchéké. C'était considéré comme étant au service de quelqu'un? Non, je ne suis jamais au service de quelqu'un, je suis au service de l'intérêt général. Voilà. Parlons maintenant de l'Union fait la nation. Voilà. Donc, vous savez, je suis un acteur politique. J'ai la chance ou la malchance d'être un peu ancien dans cette affaire. J'ai des proximités de vue avec tout le monde, je discute. Et dans le cas de ces élections, nous avons été consultés et approchés par presque tout le monde. Tout le monde. Même les gens qui s'attaquent à nous aujourd'hui ont failli faire des pieds et des mains pour nous demander vraiment, est-ce qu'il ne faut pas que nous allions ensemble. Voilà. Oui. Mais j'ai discuté effectivement avec beaucoup de formations, y compris la Renaissance du Bénin. Et j'ai versé toutes ces discussions au bureau politique et au comité de discussion qui a été mis en place par le bureau politique et qui n'est même pas dirigé par moi. Mais que s'est-il passé? Au sein de ce Parlement, de la 6e législature, à un moment donné, les FCBE étaient majoritaires. Un. Deuxièmement, la Renaissance du Bénin avait fait allégeance au pouvoir. Dans ce que la Renaissance du Bénin appelle accord de partenariat, je sais quoi. Donc il est clair que tous les députés de la Renaissance du Bénin étaient arrimés aux députés FCBE. Il y a eu en temps dans ce pays des affaires qui ont nui à l'image du pays,
des affaires d'affabulation, sur des supposées rumeurs de ci ou de ça. Et pendant ce moment-là, on a vu les hommes politiques, la plupart, aller faire allégeance, aller faire compassion au chef de l'État. Tel que le climat était, le risque que tout le Parlement bascule d'un côté était fort, puisque la plupart des non-inscrits étaient fébriles et vulnérables, du point de vue de beaucoup de choses que je ne vais pas dire ici. Si, dans ces circonstances-là, on ne sécurisait pas le Parlement, on pouvait aller à une révision à pas forcé au sein du Parlement. Parce que pour faire la révision à pas forcé, il faut 68 députés. Alors, l'Union fait la nation n'était que 12. Si vous enlevez 12 de 83, le total des députés, il restait 71. La position de la RB d'antan, les styles de compassion à présenter, l'ambiance qui prévalait, il fallait rapidement arrêter les choses et empêcher des aventures que des gens ne rêvent d'utiliser le Parlement. C'est pour ça, avec d'autres hommes politiques, j'ai essayé de présenter un projet qui a été accepté par beaucoup d'hommes politiques. Je rends hommage et je remercie très sincèrement le président Bruno Amoussou, le président Sefou Faboumou, que j'ai rencontré sur le même projet, le président Idi Kolaole. Je les remercie beaucoup. Ils ont compris, ils ont vu que c'était un bon projet. Et il y a des députés qui m'ont aidé. J'ai pu réunir jusqu'à 10 députés. Mais au moment de passer à l'action, il y a eu le refus de 2. Il restait 8. Il faut, pour faire un groupe parlementaire, 9. Mais il faut un groupe parlementaire pour sécuriser. J'ai essayé de revoir ces personnalités qui m'ont dit, nous sommes d'accord. Moussou Bruno a dit, il est d'accord. Il dit, Fagbogou, tous sont d'accord. Maintenant, il fallait discuter avec Éric Koundété, qui est le président du groupe parlementaire Union fait la nation. J'ai abordé le président Koundété et les échanges ont été vraiment des échanges à la hauteur de ce que j'attendais de lui. Il m'a dit, mais est-ce que, monsieur le président, vous avez trouvé le député qui vous intéresse? J'ai dit oui. Que je travaille sur le projet il y a très longtemps avec le député Saka Fikara et appuyé fortement par le député Bani Samari. Que c'était en 3 qu'on a conçu. J'ai dit, monsieur le président, vous acceptez? Il m'a dit, j'accepte. Et sur son accord, Saka Fikara a rejoint les 8 et nous sommes 9. Le groupe parlementaire CNP est créé. Ce groupe parlementaire comprend 9 députés. En prenant un député de l'Union fait la nation, l'Union fait la nation devient 11. En ajoutant les 9 ou 11 dans un noyau de résistance parlementaire contre la révision, ça fait désormais 20. Députés, oui. Et si on enlevait les 20 de 83, il restait 63. La barre des 68 n'est plus possible. Donc il manquait désormais à Yahibouni, à son groupe, 5 députés qu'il ne pouvait jamais avoir tel que nous avons conçu. Alors, le rôle de l'Union fait la nation est un rôle principal dans ce schéma que j'ai conduit avec beaucoup de difficultés, beaucoup de peine, mais avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance et de satisfaction. C'est ça qui a milité en faveur donc... dans ces conditions, lorsque l'Union fait la nation va aux élections sous son sigle, et que vous savez qu'entre-temps, à Cotonou, le PAD avait lâché l'Union, la RB avait lâché l'Union, il existe nécessairement des points de faiblesse à Cotonou. Et si l'enjeu, le débat redevient actuel, parce que ce pourquoi nous avons travaillé beaucoup comme dans la discrétion totale avec tout ce que vous avez vu, aujourd'hui je vous dis des choses, mais vous ne savez pas que c'est comme ça que c'était passé. Ceux-là m'ont dit, et moi aussi j'ai constaté que le débat sur la révision revient à la fin du congrès de FCBE. Le 14 février. Où ils ont dit ceci, nous voulons 50 députés. Et le chef a dit non, 70 députés. Pour faire quoi? Réviser la Constitution. Et pourquoi faire? Et un autre ministre dedans riait en disant, nous garderons le pouvoir 100 ans. Je lui ai dit, c'est blasphématoire. J'ai vu dans l'histoire, j'ai lu dans l'histoire des gens qui ont dit, le Reich de 10 000 ans, tel empire de 10 000 ans, je les ai vus s'effondrer. Ils ont été la calamité pour l'humanité. On ne dit pas ces propos. Parce qu'en disant ça déjà, on tue un principe fondamental de la démocratie qui est l'alternance. En tuant l'alternance,
vous tuez le changement de pouvoir. Justement, l'aspect révision de la Constitution, nous allons y revenir. Voilà, je vais en finir. Dans ces conditions, quel choix vous ferez si vous étiez à ma place? Le débat devient entier, le débat de révision. Nous avions fait un combat avant. Nous étions tous heureux des résultats. Et on me propose de continuer le combat. J'ai continué avec, mais j'ai discuté un temps avec beaucoup de formations, dont la Renaissance du Bénin. Mais il y avait des conditions. Je regrette, hein, il y a le secrétaire général... Vous étiez un peu trop exigeant? Non, pas du tout. C'est pas ma nature, je n'ai même pas conduit les négociations. Je venais de temps en temps, j'avais des échanges avec une personnalité, en l'occurrence le président Liadi Soglo. Je ne peux pas révéler tous les détails. Mais il y a eu des échanges. J'ai lu énorme. Nous avons fait plus de 24 séances. Nous avons parlé pendant des mois. Vous ne pouviez pas être tête de liste au niveau de la Mais ce n'est pas ça. Tête de liste ne m'intéresse même pas. Parce que vous avez semblé dire tout à l'heure qu'il fallait venir à la rescousse de l'Union fait la nation. Non, j'ai pas dit. Par rapport au PRD, alors qu'on se dit peut-être que c'est vous qui aviez besoin de l'Union fait la nation. Je n'ai pas dit tellement rescousse. Je n'ai pas dit. C'est pas tellement ça. Ce que j'ai dit, c'est quoi? Il est clair que l'Union fait la nation a des points de faiblesse liés au départ. Vous ne pouvez pas contester ça. Des choses là, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Et quand il y a des points de faiblesse comme ça, et que je revendique un discours, j'ai toujours mené un discours dans ce pays, un discours viril, franc, frontal, clair, j'assume, je ne peux pas déserter. Justement, en dehors des points de faiblesse que vous avez relevés au niveau de l'Union fait la nation, c'est sûr et certain qu'à côté, il doit y avoir des deals. C'est quoi les deals? Écoutez, moi je ne suis pas un homme de deal. C'est les mafieux qui ont des deals. Moi je ne suis pas un homme de deal. Je suis un homme de rationalité. J'ai fait un combat avec des gens qui m'ont aidé. Les gens me disent maintenant, le même danger refait surface. Je n'ai pas fait ce combat avec la RB. Je n'ai pas fait ce combat avec la RB. J'ai fait ce combat. Si le président Bruno Amoussou n'avait pas accepté, si le président Sefou Fagou n'avait pas accepté, si Djikola Olé, si mon ami et frère Koundété, le président Koundété Eric n'a pas, et si Saka Fikara n'a pas. Vous ne savez pas combien de fois Saka Fikara, mon grand frère Saka Fikara, m'a influencé sur cette question. Et combien de fois il m'influence, parce que c'est un homme politique qui est très dense. Donc, mais la RB, il faut élever des équivoques. Moi, je vais vous dire quelque chose. Appelez Liadi, quand on discutait. Quand Liadi m'a posé la question sur comment on va structurer, posez-lui la question, je lui dis la main sur le cœur. Et il me regarde. Ce que je dis est faux. Je lui demande de dire, Azanaï a menti. Quand il m'a parlé de sa mère, de la position de sa mère par rapport à ce que nous sommes en train de discuter, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, mais votre maman est une icône. Et j'ai eu à travailler sous elle. Elle est responsable. Elle est plus capée que moi en politique. Et je ne vois pas comment votre maman va dire, je veux être candidate et moi je vais discuter quoi que ce soit avec elle. Mais je ne peux pas. Mais sa maman est plus âgée que ma mère. Vous dites qu'il y a eu plus vous dites qu'il y a eu plus de 24 séances, vous nous dites des choses ici. Vous nous dites des choses ici, pratiquement pour la première fois. Mais ce qui est curieux et qui n'est peut-être pas trop responsable de votre part, c'est qu'il y a eu ces échanges, mais après, quand vous n'étiez plus allé ou quand vous n'êtes plus parti à la RB, on vous a entendu dire que c'est votre cadavre qui ira à la RB. Pourquoi avoir tenu ce genre de propos? Voilà, je vais vous dire, avant de dire que ce n'est pas... Oui, avant de dire que ce n'est pas responsable de ma part, vous deviez attendre que je réponde d'abord. Donc en disant comme ça, vous avez inversé un peu les choses. Je vais vous dire pourquoi. Il n'a jamais été question d'aller sur la liste Renaissance du Bénin. Liadi Soglo m'écoute. Tous ceux qui ont fait la discussion m'écoutent. Il n'a jamais été question. Moi, je n'irai jamais sur la liste. Je vais vous dire quelque chose. Jamais je n'irai. La RB et moi, il y a une histoire. Je n'ai jamais été militant de la RB. J'ai été membre fondateur de la RB. Responsable, membre fondateur. Donc, il n'a jamais été question. Il a été question que nous mettions en place une alliance. Et j'ai même fait appel à... J'ai suggéré que d'autres formations soient là. On a une formation, l'UDBN de Mme Claudine Prudencio. Et c'est le secrétaire général de mon parti qui a posé les conditions en disant à la RB, 1, vous devez quitter le gouvernement, 2, vous devez faire des déclarations, et 3, ce que nous devons faire,
doit être efficient. Alors, candidat Zanaï, vous voulez retrouver votre siège à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas fini les explications. Oui, c'est vrai, puisque le temps, nous avons beaucoup de sujets que nous allons aborder. Vous avez donc fait allégeance à l'Union fait la nation. Est-ce que vous pensez que ce choix vous permettra de regagner votre siège au Parlement? Je ne suis pas membre de l'Union fait la nation. Il faut que les choses soient rectifiées. Je n'ai pas fait allégeance à l'Union fait la nation. Je suis dans une coalition électorale avec l'Union fait la nation. Les deux choses ne sont pas les mêmes. J'ai un discours, je revendique mon discours. Et l'Union fait la nation m'offre la possibilité de vivre mon discours, mon style politique, de communier avec le peuple, de vérité avec le peuple, de courage avec le peuple. Et je ne demandais pas mieux. J'ai la liberté de discours, l'Union, et puis jusqu'à là où je parle, le président Bruno Amoussou, nous échangeons, il m'écoute. Il n'a jamais été un frein pour moi. J'ai mon discours. Je revendique mon discours. C'est le discours de la vérité, du courage pour servir ce peuple. Parce qu'au moment où ce peuple était dans l'obscurité, au moment où on traînait le peuple vers les ténèbres, n'oubliez jamais que dans ce pays, au moment où on a parlé de retraite parlementaire de Parakou, et que tous les députés allaient à Parakou pour réfléchir sur comment assassiner les acquis de la conférence nationale et dénaturer notre système démocratique, et pour prendre l'expression de Yahi Boni, rectifier notre démocratie, qui selon Boni Yahi était Nescafé. J'ai l'habitude de blaguer lors des campagnes, au lieu de parler il n'a qu'à parler de Milo ou de Bounvita. J'ai l'habitude de dire ça. Donc, moi je dis, dans cette situation, il n'y a pas un homme qui a réagi comme j'ai réagi. J'ai dénoncé l'aventure. J'ai dit, rien ne s'appelle retraite parlementaire. Au moment où les gens étaient dans l'obscurité dans ce peuple, j'ai pris la place sur la première ligne. Et je continue. Puisque le danger est toujours là. Si vous voulez bien. Il veut 70 députés. Mais c'est grave. Oui. Il veut laisser 13 députés sur 83. Lui, Yahi Boni là, avec FCB à Lambola, veulent prendre 70 et laisser 13. Candidat Zanaï, revenons si vous voulez bien à la liste de l'Union fait la nation. Christian était en train de parler de deal tout à l'heure. Je crois qu'il faut, je vais rectifier ça en parlant de positionnement. Les positionnements qu'il y a eu au sein de l'Union fait la nation, notamment dans votre circonscription, la 16e circonscription électorale, on se dit, vous allez me rectifier tout à l'heure si ce que je dis n'est pas trop juste. On a l'impression que vous n'avez pas fait beaucoup de concessions parce que vous êtes tête de liste et on retrouve votre secrétaire général suppléant. C'est un jeune, alors qu'il y a dans cette même circonscription beaucoup d'autres politiciens ou beaucoup d'autres hommes politiques, leaders politiques qui auraient pu ou qui pouvaient être positionnés directement sous vous, qui pouvaient être votre suppléant. Pourquoi ce choix? Et il est jeune, est-ce que c'est un modèle pour vous? Je dis quelque chose, monsieur Mitokwe Guy. D'abord, il a un parcours. Il n'est pas un usurpateur. Je l'ai connu au moment où il avait un parcours. Il était président de la Fédération des étudiants. Mais ce que les Béninois ne savent pas, c'est ce jeune qui a lu le discours d'inauguration de la campagne présidentielle de 2006. De Boni Yahi. De Boni Yahi. J'étais à 22h, 2h du matin, dans le staff de Yahi Boni, où nous devions commencer la campagne dans le mono avec Robert Dessous. Et à 1h, 2h du matin, on nous a dit que ce n'est plus possible. Il fallait organiser quelque part. Nous avons pris la décision de l'organiser sur le campus. C'est grâce à ce jeune, avec d'autres, que ça a été une réussite. Ironie du sort, ce jeune qui a toujours resté avec moi, à mes côtés. En 2011, le 29 janvier, lorsque le temps est venu d'investir, le discours d'investiture, la cérémonie d'investiture du candidat Boni Yahi pour le second mandat, c'est ce jeune qui a lu encore le discours de la jeunesse. Attendez, c'est très important. C'est un parcours. Il accumule des expériences. Quand moi je parle aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi j'ai assez d'aisance pour parler. J'ai commencé la politique à moins de 17 ans. J'ai fait la clandestinité. J'ai été à la conférence nationale. J'ai perdu ma jeunesse à faire beaucoup de choses. J'ai sacrifié de bonnes parties de mes études. Ce jeune fait un parcours que j'admire. Il est à mes côtés. J'avais à aller aux élections avec le parti Restaurer l'Espoir. Mais le bureau politique a dit, par rapport aux enjeux, vous pouvez aller seul ou en alliance. Mais n'oubliez jamais que la contradiction principale, c'est d'empêcher que Yahi Boni rectifie notre démocratie. Car en 2006, j'ai fait un discours anthologique dans lequel j'ai dit toute démocratie rectifie une dictature.
que la démocratie a produit le changement n'a pas produit la démocratie, et lorsqu'il y a un conflit entre la démocratie et le changement, j'irai au secours de la démocratie et j'abandonnerai le changement. C'était mon discours en 2006. Donc, quand je viens aujourd'hui et que l'histoire m'appelle encore au combat sur la première ligne, je dois faire des sacrifices. Nous avons sacrifié tout le parti sur toutes les années du territoire national. Et nous n'avons gardé que Cotonou. Et quel Cotonou? Rien que la 16e circonscription. Et quelle place sur la 16e circonscription? La première place qui quand même, je n'ai pas à discuter la première place. Si vous prenez les politiques, vous prenez leur pédigré, leur capacité, il n'y a pas plus capé que moi. Quand même. Donc je n'ai pas à discuter cette place. C'est de droit. Mais nous avions adopté un principe que c'est colonne par colonne. Si une formation prend une place, le suppléant... Une synergie voilà. Alors, dans le parti, je suis le président. Qui est le plus capé, le jeune le plus capé dans Cotonou, en dehors de moi? Mais c'est lui. Il n'y a donc pas eu de difficulté à le faire passer. Ce n'est même pas moi qui ai fait ça, c'est le bureau politique. Très bien. Et puis, quelle place j'ai pris sur la chose? Le deuxième, ce n'est pas de mon parti. D'accord, nous revenons maintenant... Et je ne révélerai pas des cas de schéma politique. Nous revenons maintenant à la campagne électorale. Quelle appréciation faites-vous du déroulement d'abord en général de cette campagne avant de revenir sur l'Union fait la nation, voir un peu comment cela se passe à votre niveau? Non, écoutez, la campagne a commencé, mais ce qui est gênant, ce sont les propos de Yahya Boni individu. Pas Yahya Boni président de la République. L'individu Yahya Boni qui s'érige en directeur de campagne de son fils et tient des propos extrêmement graves. C'est pas seulement de son fils, hein, de tout cela qui moi, je dis de la son manière fils. FCBE. Non, moi je dis de son fils. Parce que ce n'est pas bon, c'est du népotisme. C'est interdit dans le préambule de la Constitution. Lisez la Constitution. C'est du népotisme. Lorsque Boni Yahya, en violation de l'article 62 du Code électoral, j'ai amené exprès, quand je fais un débat, je n'amène pas le Code électoral. L'article 62. Vous n'avez plus de temps, si vous lisez l'article 62, vous allez voir. Même l'article 63. Il s'érige en directeur de campagne, il pose des panneaux partout, il pose ses logos partout. C'est aujourd'hui qu'il va inaugurer tout, il est partout. Et on en était là. Lorsqu'il commence pas à tenir des propos, allant jusqu'à dire... Je vais vous laisser parler tout à l'heure, candidat Zanaï, mais je tiens... Vous ne voulez pas me laisser parler? Non, je vais vous laisser parler, mais je tiens à vous dire quelque chose. Vous dites que le chef de l'État a tenu des propos. Nous ne sommes pas tenus de relayer ces propos ici, mais je vous rappelle que vous avez également tenu des propos. Je ne voudrais pas non plus revenir sur ces propos, mais est-ce que vous êtes dans le regret? Vous me répondrez et vous parlez des propos de Boni Yahya. Vous voulez que je vous réponde? Oui, répondez-moi. Je n'aime même pas ce que je voulais dire à l'individu Boni Yahya. Je n'ai pas dit le 10e. Et si je ne l'ai pas dit, c'est par respect au staff de mon parti. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, ne dis pas tout. Parce qu'il n'a aucun droit, je ne veux pas répéter ce qu'il a dit. Justement. Il n'a aucun droit de dire ce qu'il a dit me concernant. Il est disqualifié. Il n'a ni droit, ni compétence, ni qualité. Il n'a rien pour dire ça. C'est de la colère, c'est de la haine, c'est de la méchanceté. Pourquoi ramener une campagne électorale aussi importante où les populations attendent des discours sur peut-être le développement, sur ce que vous allez peut-être apporter quand vous serez au Parlement? Pourquoi ramener cette campagne électorale à des débats, excusez-moi, pourris, à des débats de personnes? Non, mais écoutez, à des insultes, à des invectives. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ça, vous me faites rire. Qui est le premier à me dire, est-ce que vous m'avez vu, même sur ma page Facebook, je n'ai pas fait de publication jusqu'à aujourd'hui. Ça ne vous étonne pas. Je n'ai pas fait de publication sur ma page Facebook. Ce qui est plus dangereux, c'est que vos propos circulent sur la toile, sur les réseaux sociaux. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Allez visiter ma page Facebook. Je n'ai rien mis jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est Yahya Boni qui a Godomé, à Wome, à Calavi, au collège Les Pylones, à Skekoji, à Sainte-Rita, un peu à Gla, un peu partout. C'est lui qui me cible, qui dit ce que je ne veux pas répéter pour ne pas gêner votre chose là, qui dit ça. Est-ce que de vous à moi, il est bien qu'un individu s'érige, se réfugie derrière les attributs de l'État, utilise les moyens de l'État, parce que ce qui ne sait pas, chaque fois qu'il se déplace,
avec garde-corps, char d'assaut, hélicoptère, tout et tout, pour aller dire voter la liste FCB, il viole la loi. Il triche. Je lui ai laissé ça. Mais lorsque, en plus de ça qui est déjà grave, il cite un individu. Il indexe un individu. Il dit ne votez jamais pour cet homme-là. Celui-là. Et il me dresse des qualificatifs qui sont pas. Si je me mettais à dire, je vais vous dire quelque chose. Qu'il me regarde bien. Je suis candidat Zanaï d'Azali à Abomey. S'il me cherche, il me trouve. Je suis de cette lignée, on n'a peur de personne. Et j'ai eu à dire, causant avec les gens, que le gène de la peur a muté chez moi, ça n'existe plus dans mon patrimoine génétique. Le discours pourri, ce n'est pas moi l'auteur. Chaque fois, quelle est cette peur que vous voulez? Lorsque vous demandez à la victime de se taire et de faire louange à l'agresseur, au nom de quoi vous ne pouvez pas dire au bourreau, cesse tes attaques. Vous voulez, parce que c'est Boni Yahi, qu'il ait droit d'injurier de tout sur quelqu'un, comme moi, et qu'il me traite de tous les noms. Et en traitant de tous les noms, il traite les gens de tout un quartier, de toute une génération, de toute une époque. Et vous voulez que, parce qu'il est Boni Yahi, moi je dise, c'est bon ou que je me taise. Mon père m'a dit quelque chose. Mon fils, ne demande jamais d'autorisation à qui que ce soit avant de défendre ton honneur. Même si c'est au prix de ta vie. Et mon père fait partie de cette lignée. Je suis d'Abomey. N'oubliez jamais cela. Alors, vous êtes en train donc de défendre votre honneur. Vous défendez... Non, je ne défendais même pas mon honneur parce que je vais vous donner deux citations qui vont faire rire. Il y a un proverbe sénégalais qui dit « Il n'est pas bon d'accrocher son paille au cône de l'antilope ». Et il y a l'immense Socrate qui disait « Le destin d'un philosophe n'est pas celui d'un âne ». Alors, revenons donc à cette campagne électorale où nous mettons de côté les propos, disons, déplacés, les invectives et autres. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à la population, à vos militants, aux électeurs en dehors de cette campagne contre la révision de la Constitution? Non, j'ai écouté sur une chaîne, c'est dommage, quand vous m'appelez pour ici, là, écoutez rapidement certaines questions qui ne sont pas intéressantes et abordez, levons la qualité de... J'ai écouté certaines personnes dire dans ce pays, on parle de la révision, est-ce que c'est le seul programme? Allez demander aux gens de l'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, quel était le programme? C'était l'apartheid. Et ça suffisait. Avoir aujourd'hui comme programme, protéger notre démocratie, surtout son préambule, le préambule de notre constitution, ça suffit. J'ai écouté des gens dire, le 6e, et l'autre, s'accrocher là-dessus, dit, de l'eau, nyawé. Et électricité, nyawé. Et d'autoqué, nyawé. Dans un fond bizarre, il ne comprend même pas le fond. L'autre dont je ne veux pas dire son nom, nyawé. Non. C'est au temps de Napoléon que Napoléon disait, c'est moi la République. C'est moi le royaume. Le pouvoir, c'est moi. C'est Napoléon. Ce temps est révolu. C'est le peuple. Nous, c'est le peuple. L'identité, c'est le peuple. Candidat Zanaï, Christian vous demandait tout à l'heure ce que vous proposez aux populations. Vous parlez vous dites la révision de la Constitution. C'est un programme. Vous dites oui. Et là-dessus, c'est quand même. Non. Oui, allez-y. Et là-dessus, c'est très important. Il faut dégager des lois rapidement. Le prochain Parlement, si nous étions majoritaires, il y aura deux lois. Une première loi qui va créer le déni de la démocratie. Toute personne s'attaque à la démocratie sera punie d'une peine sévère. Et on va ériger une loi en nous inspirant du préambule sur les questions du régionalisme et du népotisme. Toute personne qui utilise, si le prochain Parlement, si j'étais dedans, si le prochain Parlement pouvait me suivre et que si les spécialistes pouvaient m'aider à le faire, toute personne qui, dans le sens d'une propagande politique ou d'un intérêt politique, utilise les vocables du Nord ou du Sud sera punie. Parce que ces petits mots, Nord ou Sud, démocratie, Nescafé, c'est dangereux. Au point où le chef de l'État dit dictature du développement. C'est une hérésie, du syllogisme, de sémantique. Ça ne se fait pas. Donc, la première action, la première déduction de ce combat sur la protection de notre démocratie, parce que le combat sur la révision, la non-révision, ce n'est pas la révision, la non-révision qui est le problème.
c'est la protection de la démocratie. Quand Yaya Boni dit « je vais rectifier la démocratie », toute démocratie rectifie une dictature. On va parler de la révision dans un instant, mais quand je parlais des projets de société tout à l'heure... L'autre aspect, oui. Il y a une question importante aujourd'hui au Bénin, la question du foncier. Nous avons fait des lois, mais n'ont pas réglé. Parce que dans Cotonou, il y a d'énormes problèmes. Comment quelqu'un va acheter des parcelles et 10 ans après, on vient les faire déguerpir? Moi, j'ai une proposition. Je dis, lorsqu'on va expulser des gens et que l'expulsion couvre plus de, on va définir un quota, plus de 5, 10, 15 ménages, ça devient un problème social. Et on doit aller dans le sens d'une subvention. Lorsque je prends l'éducation, vous prenez l'enseignement privé, mais l'enseignement privé vient largement au secours de l'enseignement public. Il faut aller dans le sens d'une relecture de la subvention de l'éducation privée. Et quand je reste toujours dans le domaine politique, il faut voir le système partisan au Bénin, non pas dans le sens de ce que certains appellent ci ou ça. Non, rien ne s'appelle transhumance. D'abord, ceux qui parlent de transhumance font des erreurs de sémantique. Moi, je parle de nomadisme. Okay, et nous aurons ça là. Sur le système, il faut parler du financement des partis politiques. Il faut parler, et comme l'a dit le président Bruno Amoussou, qui travaille beaucoup sur cette question, il faut l'indexer sur le budget annuel de l'État. Et lorsque nous prenons les questions sur les cultes, il faut dégager complètement les cultes de leur imbrication. Lorsqu'un homme de culte qui occupe une fonction importante dans sa religion en arrive à asphyxier les marchés, les couloirs des marchés publics, il faut faire des limites. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire. Même sur le sport, ces choses-là, nous les expliquons dans nos réunions de proximité. Parce qu'en réalité, le député a 3 fonctions. Voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Tout ce que vous dites par rapport au projet rejoint un peu les propositions également du camp présidentiel. Et quand vous dites que Boni Yaye en campagne pour son fils, c'est pas tout à fait exact, parce que le fils aujourd'hui lui-même vole de ses propres ailes. On a entendu dire plusieurs fois, par exemple... Attendez, je vais finir. C'est bien ridicule. Je vais finir. Il a beaucoup de propositions de loi également. Il parle de loyer pour les plus pauvres. Il parle d'une loi sur les litiges fonciers, du code des marchés publics. Vous l'avez également dit tout à l'heure. Un pacte PME, il parle de la fiscalité, il parle également de l'éducation. Donc vous rejoignez, vous... Non, on ne se rejoint pas, on ne se rejoint pas. On ne se rejoint pas, alors là, pas du tout. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. Je connais tout l'entourage de Boni Yaye et j'ai travaillé sur ces choses-là. Non, non, c'est déjà incapable de conduire et d'exécuter un programme dans un système, dans une matrice démocratique. À partir du moment où Yaye Boni a répété « je vais rectifier la démocratie », il exclut d'y mettre quoi que ce soit, tant que ce serait la démocratie. Ce que nous sommes en train de dire ici, en termes de programme, c'est immédiatement en urgence ce que j'ai cité, mais la lutte contre la corruption. La gouvernance de qualité, parce que un pays comme le Bénin... Le gouvernement actuel a fait beaucoup de choses dans le sens, il y a des lois qui ont été votées. C'est comme si tout à l'heure, je riais lorsque vous me parlez de comment on l'appelle, quelqu'un ne veut pas appeler les noms, vol de ses propres ailes. Mais non. Lorsque vous prenez le FNPEJ, le directeur de l'FNPEJ, qui est sur une liste, lorsque vous prenez le patron du Centre national de sécurité routière, qui est sur une liste, lorsque vous voyez les moyens de l'État qu'on utilise, les riz, le maïs, et avec l'aflatoxine, le maïs pourri, avec trop de poussière, qui intoxique les gens, lorsque vous voyez, mais écoutez, qui peut voler de ses propres ailes? Vous parlez de quoi? Donc, je sais que vous, les journalistes, vous avez l'art de... Je disais à quelqu'un que le bon journaliste, c'est un thérapeute de l'opinion. C'est un thérapeute de l'opinion. Vous faites ça pour guérir l'opinion. Vous posez des questions pour éveiller les choses et pour que les gens se corrigent. Ce qui se fait là, où une liste est népotiste. Faire même une liste électorale où il y a beau-frère, fils, femme, tout dessus. La liste même est népotiste. Et il faut descendre. Si vous permettez, il faut descendre en démocratie. Dans le préambule, lorsqu'on a dit le refus de népotisme,
le refus de népotisme doit descendre jusque à l'intérieur des listes. Et alors justement, dans la 16e circonscription électorale où vous êtes tête de liste de l'Union fait la Nation, vous faites maintenant face à deux familles présidentielles. D'un côté, les Soglo et de l'autre côté, les Yahi avec Marcel Lessoussa en tête de liste et puis Rosiziera Soglo en tête de liste. Vous avez peut-être un avantage parce que vous êtes resté dans les deux camps. Est-ce que c'est un avantage ou justement, c'est aussi de grosses machines électorales, FCBE et RB? Est-ce que c'est un avantage pour vous d'être resté dans les deux camps ou alors ces machines vont vous étouffer? Non, ce ne sont pas de grosses machines. Ce ne sont pas de grosses machines. Ce n'est pas parce qu'on a une grosse carapace qu'on a une grosse machine. Nous avons vu des grands carapaces qui ont des petits moteurs ou des moteurs mal agencés. Donc, moi, je n'aime pas parler des choses en termes d'avantages ou de mésavantages. J'ai un discours que je revendique. Je ne veux même pas commenter les autres. Pendant longtemps, je regarde ce peuple. J'ai pendant longtemps tenu un discours. Je mets ce discours sur la place publique. Je passe rue par rue, maison par maison, cœur par cœur, rationalité par rationalité pour expliquer ce discours. Mon discours n'a pas changé. Ce peuple a dit, oui, nous voulons Azanaï au Parlement. Non, nous ne le voulons pas. Et je prends acte. Très bien. C'est tout. Aujourd'hui, candidat Azanaï, l'opposition bat campagne autour d'un thème, la révision de la Constitution. Si les FCBE au soir de leur congrès le 14 février n'avaient pas parlé de révision, votre campagne sera axée autour de quoi? Non, pas du tout. Les élans dictatoriaux dans le pays sont permanents. Le mal aujourd'hui, c'est ça. Et j'ai écouté le secrétaire général Guy Dossou-Metokpe sur une chaîne, sur une radio, et il a dit, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas et où. Ce n'est pas, vous avez la liberté ou la nourriture. Il a dit, la question ne se passe pas en termes de où. La question se passe en termes de et. Les deux. Les deux. Et quand il faisait cette réponse sur la chaîne et j'écoutais, j'ai dit, bravo. Il prend il est dans mon esprit. Il est dans l'esprit de ce que le peuple veut. Il est allé à votre école. Non, pas à mon école. Mais ce que vous êtes en train de dire, le programme politique, le programme démocratique de défense des valeurs démocratiques, est un programme permanent qui durera toute l'éternité. Parce que le processus démocratique est dynamique. Et il faut une veille permanente, sinon la démocratie va s'affaisser. Mais nous n'avons pas que ça. Nous avons d'énormes, la gouvernance, les crimes, les scandales. Lorsqu'on dit que quelqu'un a disparu, voilà, et qu'on ne le retrouve pas. Lorsqu'on dit qu'on a braqué une personnalité, une ministre, et que le braqueur n'a pris aucun objet, n'aurait pris aucun objet, et que les personnes qui sont dans la voiture n'ont pas été touchées, que c'est la ministre seule qui a été touchée, cela pose un problème. Lorsque on parle des grosses affaires, cela pose la question de la gouvernance. Lorsque le chef de l'État prend l'hélicoptère, il quitte sa maison, il prend l'hélicoptère, il prend la voiture pour aller à l'aéroport, il prend l'hélicoptère là-bas, et il descend à la Sobebra, cela pose des problèmes. Lorsque sur le pétrole béninois, tous les contrats d'exploitation des blocs sont des contrats opaques, illisibles pour le peuple. Et lorsque un chef d'État achète des hélicoptères et se déplace dedans tout le temps, cela pose un problème. Il y a des choses énormes. Lorsque le chef de l'État fait des discours du genre, je vais faire venir les miens pour frapper les autres. Lorsqu'il dit les autres sont petits, lorsqu'il est allé à Gra dimanche passé, et un jeune parlait, il dit, je vais faire bastonner, et que ça gâte ses grues. Ce que vous dites n'engage que vous, candidat Azanaï. Non, ça n'engage que moi. Mais je dis, tout ça est un programme. Nous devons réfléchir sur la gouvernance. Et nous devons non seulement réfléchir là-dessus, sur qui peut être dans le dispositif humain politique. L'effectif de la classe politique. On doit réfléchir là-dessus. Quand nous parlons de la révision de la Constitution, aujourd'hui, pour ce que vous craignez, c'est que Boni Yayi risque d'avoir un troisième mandat, alors que aujourd'hui, le camp présidentiel, Boni Yayi également le dit, la révision de la Constitution était inscrite dans son projet de société. D'accord, en 2011 ou en 2010, vous étiez toujours avec lui. Est-ce que vous pouvez avoir l'honnêteté de nous dire que la révision était effectivement dans son projet de société?
Écoutez, moi je vais vous répondre franchement. Le projet de révision de la Constitution, c'est vrai, c'était dans son, comment on l'appelle là, Projet de société. projet de société. En ce moment, est-ce que vous y avez trouvé une objection? J'ai trouvé des objections, pas une objection. De graves objections. Parce que pour moi, aucune révision ne doit toucher au préambule. Toute personne qui touche au préambule pose un problème. Deuxièmement, lorsque ce débat a eu lieu, on a commencé par suspecter Yahi Boni le jour de l'investiture pour le second mandat. Pour moi, tout part de là. Ma démarcation est très tôt. Vous devez rendre témoignage. Lorsque quelqu'un sait que la Constitution a écrit qu'au Bénin, le mandat présidentiel, on fait ça 1 ou 2 fois, que personne ne doit faire 3 fois. Et qu'à l'investiture, la personne dit, je ne ferai pas le 3e. C'était juste pour rassurer. Ah non! C'était pour tester. C'était un test. C'était un test. Pour voir, est-ce que je peux prendre? Allez suivre les propos de Tchabi. Je ne vais pas vous dire ça. Pistez quelqu'un autour de Tchabi Yahi et écoutez ses propos. Parce que le format de votre émission fait que je ne veux pas dire certaines choses. Restez très courtois, ce serait très bien. Non, ce n'est pas de la courtoisie. Je suis... Ceux qui ont un problème de discours, de vocabulaire, parlent de courtoisie. Non, c'est pas ça. Mais c'est la nature de l'information que je vais donner. C'est pas, je ne peux pas donner ça ici. Mais dans la tête de Boni Yahi, c'est les hommes qui ont fait la Constitution, les hommes qui ont écrit, c'est les hommes qui vont modifier. Et vous posez la question, je vais poser la question une fois, je vais vous poser ça. Vous qui avez vu ce Boni Yahi là, tout son discours, sa manière de faire, si vous lui donnez 70 députés, ou si un jour il a la possibilité d'écrire lui seul, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je veux 70 députés pour réviser la Constitution, c'est que je veux écrire moi seul une nouvelle Constitution. C'est ce que ça veut dire. Donc les autres n'ont rien à voir dedans. Attendez. Quand quelqu'un vous dit, sur un parlement de 83 députés, quelqu'un vous dit, moi je veux 70 pour réviser la Constitution, entendez simplement, comprenez simplement, je vais avoir les moyens pour écrire moi seul une nouvelle Constitution. Mais bon, il y a un document qui est déjà rédigé, qui est... Non, mon cher. J'ai un député qui a l'habitude de dire, une loi peut rester habillée, venir au Parlement et sortir déshabillée. Candidat Zanaï, Boni Yahi l'a dit plusieurs fois, on l'a toujours répété sur ce plateau. Vous croyez à Boni Yahi, vous? Devant le pape, attendez, je vous pose ma question, devant le pape, devant Hollande, devant Obama. Il a dit également... Vous citez des célèbres personnes. Il a dit plusieurs fois, candidat Azanaï, mais vous essayez de nous démontrer ici que Boni Yahi veut réviser la Constitution pour rester... vous savez ce que c'est que la politique. Attendez, candidat Azanaï. Et là, je ne suis plus d'accord avec vous, parce que vous allez nous démontrer ici maintenant par quelle alchimie, en dépit de la décision de la Cour constitutionnelle qui dit que même s'il y a révision, on ne peut pas avoir une nouvelle république, qu'on ne peut pas toucher à la limitation de mandat, qu'on ne peut pas toucher à d'autres articles, par quelle alchimie, décrivez-nous ça ici de façon claire maintenant, par quelle alchimie Boni Yahi peut revenir au pouvoir? Je vais vous dire quelque chose. J'ai écouté quelqu'un qui disait je vais être dauphin de Yahi Boni, donc si Yahi Boni me dit de faire quelque chose, tout je vais faire. J'ai dit à la personne, le jour où tu vas te réveiller, il faut savoir que là où il y a des dauphins, il y a des requins. Tu risques d'être râpé. Il n'a qu'à aller sur les côtes de Tahiti pour voir comment les gens sont râpés par les requins. Vous parlez de quoi? Vous parlez de la politique. Le jour où Yahi Boni aura 70 députés, la question est réglée. Il écrira sa constitution. Et il commencera par éliminer tous ceux qui l'ont aidé à faire, à partir de tous les membres de toutes les institutions. Il les voit. Demandez à ceux qui l'avaient aidé, où est-ce qu'ils sont? Où est aujourd'hui Nango Matiré? Où est Sekalafia? Où est Debourou? Où est Robert Dessous? Vous voulez que je vous en cite d'autres? Vous ne répondez pas à ma question. Mais j'ai répondu à votre question. Selon vous, comment est-ce qu'il peut revenir? Mais vous cherchez autre moyen. Le monsieur a 70 députés. Concevez avec moi que dès qu'il a 70 députés, ça veut dire qu'il peut écrire lui seul sa constitution. Vous êtes d'accord? D'accord. Et s'il écrit lui seul sa constitution, vous ne voyez pas qu'il peut mettre tous les moyens dedans? Et la décision de la Cour constitutionnelle? La Cour même sera détruite. Mais je parle, j'ai dit, tous ceux qui l'ont aidé vont disparaître d'abord.
C'est le peuple de la dictature. C'est un scénario apocalyptique. Non, c'est pas apocalyptique, on ne va pas les tuer. Que vous décrivez. On ne va pas les tuer. Mais au regard, on les isole. Au regard de toutes ces craintes, pourquoi est-ce qu'au Parlement, vous n'avez pas rejeté le projet? Vous étiez dans ce pays, vous avez écouté tout mon discours. Nous ne sommes pas majoritaires au sein du Parlement. Et c'est une majorité qui rejette ou qui détient. Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de députés qui sont pratiquement contre la révision de la Constitution. Et à part les FCBE, tout le reste va campagne autour de la révision de la Constitution. Je vais vous dire quelque chose. Tout le monde est contre tout ce que Yahya Boni fait. Mais des gens ont peur. Des gens ont peur. Et certains qui faisaient des calculs pour leur poste et autres là, étaient obligés de subir. Les hommes d'affaires qui sont politiques ont peur des redressements. Moi, j'ai discuté avec tout le monde. Je ne vais pas vous donner des noms. Ce qui se passe au sein du Mali, c'est une pitié, ça fait mal. Quand des hommes en arrivent à une déchirure entre leur identité et leur conscience, chaque fois qu'ils sont au carrefour de l'intérêt personnel, de l'intérêt du groupe et de l'intérêt général. Cela me rappelle les travaux de Rudi Ayanout, un professeur belge qui enseigne aussi à Paris, qui dit la crise fondamentale pour le politique, c'est lorsque l'intérêt personnel et l'intérêt de groupe et l'intérêt général sont en conflit. Et il dit, l'homme doit agir de manière à ce qu'il y ait une identité entre sa conscience et lui-même. Je vous dis, ce qui se passe, c'est de l'horreur. Les gens sont contre ce que Yahya Boni fait, mais craignent les représailles. Et Yahya Boni agit effectivement comme ça. J'ai fait une émission, je ne sais pas si c'est ici. J'ai dit, cela ressemble au comportement des troupeaux d'antilopes devant une meute de lions. Et si ce troupeau faisait face, et j'ai vu ça dans un documentaire, une meute, un troupeau de girafes qui était pris en attaque par un lion, et le mâle dominant s'est mis devant, a mis ses pattes en écarté comme ça, et il y a eu un face-à-face de quelques secondes, le lion a reculé. C'est ça ce que je demande à ce peuple. Si nous nous mettons ensemble, nous allons conjurer le sort. Mais si nous sommes séparés, Yahya Boni prendra un à un. Il a fait tomber le COS en faisant tomber Sakalafia. C'est ça. Justement, il fera tomber chacun. Vous invitez le peuple à s'unir pour faire... Les démocrates. Voilà, le peuple démocrate à s'unir pour faire bloc face donc à une éventuelle révision de la Constitution. Mais avant de parler du peuple, il y a quand même les hommes politiques, vous êtes politiciens. Et si nous prenons le regroupement que constitue, ou bien l'autre camp que constitue l'opposition, vous êtes divisés. Sinon que pour des élections qui vont se tenir le 26 avril, nous avons plusieurs listes. L'Union fait la nation, la Renaissance du Bénin et Réveil patriotique. D'un côté, plein de listes de l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que cela va à l'encontre de votre succès, du succès de l'opposition pour barrer la voie à cette révision de la Constitution? C'est oui, la réponse que je vais vous donner. Attendez le 26. Et si tout cela participait d'une stratégie, que pouvez-vous en savoir? Vous ne craignez pas l'émiettement des voix? Quel émiettement des voix? Croyez-vous que... Je préfère ne pas parler. Je suis sur le champ de bataille. Je ne veux pas parler. Mais je vais vous dire, au soir du 26, nous compterons les billes. Nous compterons les billes. Ce peuple a besoin aujourd'hui d'un discours clair sur sa démocratie. Est-ce que Yahya Boni dit, je veux rester au pouvoir 100 ans, je veux modifier la Constitution. Après nous, c'est nous. Je veux vous donner de l'eau, je veux vous donner ici, encore que. Je veux vous donner de l'électricité, encore que. Je vais vous donner des échangeurs, c'est des toboggans. Il faut casser toutes ces choses. On ne peut pas laisser Boni Yahi créer des histoires qu'il est dans les jardins d'école pour dire qu'il fait échangeur. Où est-ce qu'il a vu ça? C'est échangeur ça? Mais vous passez déçu, vous. Mais des choses sur lesquelles il y a Goslo. Vous avez vu dans quel pays vous avez vu échangeur? Il y a Goslo du début jusqu'à la fin. Vous passez déçu, non, vous? Mais, puisque c'est l'air du temps. Regardez Abedoko là, les dessins qu'il fait en pleine campagne. Il ose même mettre son effigie là. Et il dessine un toboggan. Et voilà notre nouveau toboggan. Mais on aurait mis des jardins d'école. Chaque fois qu'il fait quelque chose de ce genre, on aurait dégagé les populations, clôturé et mettre les bébés là. Pour que les enfants apprennent l'agilité. Les pays ont dépassé ça.
Les pays ont dépassé ça. Ce dont il s'agit pour le Bénin aujourd'hui, c'est de remettre la nation debout. Car, en répétant Gaulle, je vais dire, pour voir l'horizon, il ne faut pas rester à l'horizontale. Donc quand Yahya Boni dit, les gens disent, Yahya Boni dit coucher, il faut se coucher. Non. Il faut des députés debout. Un parlement doit être debout pour que le peuple soit debout. Et pour cela, il faut des gens de notre trempe, de notre densité, de notre expérience, de notre élévation, de notre capacité de prendre des risques pour l'intérêt général, de notre sens du sacrifice au profit de l'intérêt général. Alors vous dites non à la révision de la Constitution. Quand on regarde vos affiches dans Cotonou, on y voit inscrit et barré en rouge, une croix rouge. Vous dites non à la révision de la Constitution, vous dites non à un troisième mandat. Est-ce vos arguments, juste les arguments que vous employez? Je vous ai rapporté, vous avez posé cette question, je vous ai dit, quand l'apartheid était là, quel était le problème principal pour l'ANC? C'était l'eau. La question qui s'était posée à l'ANC, c'était l'eau. C'était pas l'eau, c'était la fin de l'apartheid. La question qui se pose à moi aujourd'hui, c'est que Yahya Boni parte vite. Et quel est le message que vous adressez donc au peuple, à la population? Partout où je passe, j'explique au peuple mon discours. Nous ne voulons plus les scandales. Nous voulons un président qui élève la qualité de la gouvernance. Un président qui respecte sa ceinture. Il y a une crise de la parole. Et il y a une intrusion de la colère dans le pouvoir. Il y a une confusion entre la personne et le pouvoir. Toutes ces choses, il faut l'expliquer aux gens. J'ai pris toute ma vie à travailler au profit des valeurs. C'est ça que j'explique aux gens. Il faut des gens totalement incorruptibles. Totalement incorruptibles. Des gens qui sont capables, il faut être formé pour de s'inscrire dans les principes. L'argent, les postes, rendez-moi un témoignage. Moi, je n'ai pas quitté le désert pour aller à la rivière. J'ai tout. Si je me soumettais à Yahya Boni, j'aurais tout. Il m'a même proposé de revenir au pouvoir, au gouvernement. Au gouvernement. J'ai refusé. Je lui ai dit, le discours que j'ai tenu, je l'assume. Je ne viens pas. Alors, donc, il faut des hommes de qualité. Et la qualité dont je rêve, c'est la qualité que j'évoque aux populations. Quand vous tenez ce discours, candidat Zanaï, comment réagissent ces populations? Mais vous allez sortir avec moi tout à l'heure. C'est-à-dire, prenez des gens où je vous propose de choisir n'importe quel quartier, n'importe quelle rue, et informez-moi 5 minutes à l'avant. Ou soyez sur les lieux, au hasard, et dites-moi, je suis dans tel quartier. Je vais venir et vous allez voir. Vous allez voir. Le peuple de... J'ai grandi à Cotonou. C'est mon peuple. Je me suis marié ici à Cotonou. Il n'y a pas de problème. Je vis Cotonou. Je suis le symbole de Cotonou. Comme l'autre a grandi à Chicago. Obama, un Chicago boy. Je suis Cotonou boy. C'est ça qui fait mal. C'est un professeur à Moussier, puisque je sais que le temps finit, qui a raconté et écrit ces choses sur moi. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je ne veux pas dire plus. Mais c'est pas ça. Alors, lorsque vous dites non à la révision de la Constitution, quand pensez-vous qu'on peut réviser? Un dictateur, un laudateur de dictature, on ne lui permet pas de toucher à une constitution démocratique. En 1990, une question nous a été posée. Voulez-vous la dictature? Le peuple a dit non. Nous sommes allés à la conférence nationale. Nous avons mis fin à la dictature. Nous sommes en démocratie. Une même question se pose à nous. Voulez-vous la démocratie encore? Ou que de la dictature revienne? Moi, j'ai combattu en 90. Je dis que les acquis de la conférence nationale sont actuels. Je dis non. C'est tout. Ça ne veut pas dire que... Quand moi, on me parle de la révision de la Constitution, je ne vois pas les articles. Ah non, 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 non. Je vois les principes et les valeurs. Et quand je vois les principes et les valeurs, j'ai peur. Parce que dans ce pays de dictature, on a vu ce qui s'est passé. J'ai eu des jeunes de mon époque, quand on était plus jeunes, qui sont tombés sous les balles de la dictature. Pas fait à Katia. J'ai vu l'autre qui a été tapé au Petit Palais, Luc Tokbadia. Nous avons amené son corps au village, à Kodega. Vous savez, quand ces choses sont vivaces
dans votre mémoire, que vous voyez que quelqu'un qui est venu s'inspire de quel système de dictature, vous dit, et il a dit la dernière fois, il faut rectifier la démocratie. C'est ça le danger. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et ça passe vite. Si, il nous reste à peine 5 minutes, mais il y a quelques sujets qu'on n'a pas abordés. Il n'y a pas très longtemps que ça, le président de l'Assemblée nationale était en plateau ici. Il a profité de son passage pour faire le bilan de la 6e législature. Je vais vous demander votre appréciation sur ce bilan rapidement et après vous allez conclure notre émission. Nous sommes en période électorale. Vous pourrez vous adresser à vos électeurs. Écoutez, le président Nango Mathurin, c'est dommage que ce soit à la fin de la législature que j'ai découvert que c'était un homme qui a d'énormes qualités. J'ai eu 2 discussions majeures avec lui à la fin de la législature, une dans son bureau et une autre chez lui à la maison. J'ai découvert que quand même cet homme a des qualités. Sans doute, je lui dis la main sur le cœur. Je regrette ce qui lui est arrivé. Ce Parlement, 6e législature, a été pour moi un cauchemar. Je l'ai vécu tous les jours dans la difficulté. Il fut un moment où j'étais l'objet de mépris, d'ostracisme de la part des autres. Menacé, même de mort, injurié. Le directeur de cabinet de Nango allait même sur une station m'insulter des grilles. J'ai vu des députés derrière moi me traiter de tous les noms dans leur patois. Et ce qui m'a fait le plus grand plaisir, et que je n'oublierai jamais, c'est la création du CNP, Cohésion nationale et paix. Ça a été, dans ma carrière parlementaire, quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que si ce groupe n'avait pas existé, on ne parlerait plus de notre démocratie. Parce que Yahya Bouni voulait supprimer toutes les libertés, supprimer tous les droits de grève, caporaliser le peuple. Et il a fallu ce CNP pour le retarder de 5 voix. Enrichissant le coût de 20 députés, les députés Union fait la Nation et les députés CNP, nous avons donné l'indication à d'autres qui ont compris qu'il faut qu'ils rejoignent. Et je félicite tous les parlementaires de tous les bords qui ont rejoint, y compris ceux du PRD. Parce que quelque part, à un moment donné, si Mme Ngwedji, et quand nous avions fait déjà ce noyau, s'il avait accepté d'aller au gouvernement, vous savez qu'en temps, il a refusé. S'il avait accepté d'aller au gouvernement, ce serait aussi une catastrophe pour la démocratie, parce que c'est ça. Je remercie tous les députés avec qui j'ai vécu ces bons moments, ces moments très difficiles. Et puis voilà, ce que moi je retiens, c'est ça. Sinon, grosso modo, c'est un parlement où on a fait des ratifications artificielles d'accords de crédit, avec des fonds pourris, à telle enseigne que nous avons épuisé notre marge de réserve concessionnelle bonifiable au niveau de la BOAD. Nous prenons aujourd'hui des prêts commerciaux pour faire du développement de l'investissement. Pendant que le secrétaire permanent, le Conseil présidentiel des investissements est dirigé par le fils du chef de l'État, Nasser. Et nous prenons des prêts commerciaux pour aller faire de l'investissement. Et c'est Nasser qui trône au secrétariat permanent de là-bas. C'est grave. Je retiens que parfois ce Parlement, bon, a été plus godillot qu'un Parlement debout. Et l'autre aspect, c'est le célèbre discours de Moustapha Niasse, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, à tel point qu'il a dit un Parlement doit être debout, que le mouvement ne doit pas être horizontal, doit être sinusoïdal. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour le prochain Parlement, la 7e législature? Je ne souhaiterais pas mieux. Je ne souhaiterais pas mieux. Je veux un Parlement fort, fait d'hommes forts. Parce que c'est ça seul qui va discipliner les gouvernants, les gens de l'exécutif. Le pays est riche, mais c'est la faiblesse parlementaire qui crée tout le désordre, tant sur la jeunesse que l'emploi, le sous-emploi, tout ça là. Et on tient le peuple en mendicité et en nécessité, on lui lâche des bribes, on dit continuez-moi, j'étais seul, continuez aujourd'hui avec ma famille. Mon beau-frère, mon fils et mon épouse vont trôner et siéger aux côtés d'autres députés Godillot au sein du Parlement. Vous allez maintenant conclure cette émission, candidat Zanaï. Alors, que conclure? Que de dire aux électeurs, j'ai fait un discours, vous me connaissez, c'est le même discours, je n'ai pas changé. Je suis Azanaï Candide. Je suis, et je veux que tout le monde dise, nous sommes, je suis Azanaï Candide. Et que
si quelqu'un s'amuse à croire que le 6 avril 2016, le Bénin va continuer avec l'équipe qui est là, la personne se trompe. Car ma détermination est totale. Quiconque pense mettre en péril l'alternance en 2016 me verra. En tout cas, j'irai le chercher. Merci, candidat Zanaï. Christian. Jean-Claude Mitokwe, merci. Et merci à vous également, candidat Zanaï. Nous avons écouté le président du parti Restaurer l'Espoir qui part donc à ces élections législatives pour le 26 avril prochain sur la liste Union fait la nation. Il est candidat à tête de liste dans la 16e circonscription électorale. On a parlé du COSLEPI et du CNT. Le COSLEPI qui a été dessaisi de la suite du processus est confié au CNT. Vous avez entendu candidat Zanaï qui pense que avec cela, nous n'aurons donc pas de transparence, mais qu'il mènera la veille citoyenne tout au long du processus. On est revenu donc sur sa candidature sur la liste UN. Il a fini par son bilan à l'Assemblée nationale, en passant bien évidemment par la campagne électorale en cours et la révision de la Constitution, où il dit mordicus non à cette révision. Merci donc à chacun de vous de votre attention. Chez vous, c'était donc Zone Franche. Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est, moi j'adore. Canal 3, c'est toute la musique africaine.